Dans cette leçon, on va parler de différentes notions liées à la data science et à l'intelligence artificielle, et on va également montrer pourquoi Python est un excellent outil pour traiter des problèmes de data science. Je vais également vous présenter quelques exemples concrets d'utilisation de la data science et vous parler de plusieurs librairies de l'écosystème Python avec lesquelles nous allons travailler et qui se révèlent être très puissantes dans ce domaine. Pour commencer, nous allons répondre à la question qu'est-ce que la data science? Donc la data science, ou science des données en français, est un domaine qui va avoir pour but de collecter et d'analyser un grand nombre de données dans le but d'en tirer des connaissances et des apprentissages. Un exemple assez concret que l'on peut citer, c'est le moteur de recommandation de Netflix. En fonction du type de contenu que vous avez précédemment visionné, du pays dans lequel vous résidez, du fait qu'il s'agisse d'une œuvre originale Netflix ou non, et d'une manière assez générale sur base de vos habitudes sur leur plateforme, vous aurez assez vite remarqué que certains contenus sont bien plus mis en avant que d'autres. Pour ce faire, ils vont commencer par récolter toute une série de données vous concernant, comme par exemple votre âge, le nombre d'heures passées sur chaque type de contenu, le type de contenu que vous regardez le plus, etc. Ensuite, sur base de ces données, ils vont pouvoir les traiter et les exploiter pour créer de nouvelles connaissances sur le comportement et les préférences de leurs utilisateurs. Alors ici, en termes de connaissances produites, nous avons un graphique sous forme d'histogramme avec sur l'axe vertical, par exemple, le nombre d'heures passées devant des animés japonais et sur l'axe horizontal, l'âge du public. Et c'est typiquement le type de résultat qui va être très intéressant à analyser et à exploiter. Sur base du graphique, il est très clair qu'ils auront plutôt tendance à cibler et à mettre en avant du contenu japonais auprès de la tranche d'âge 15-25 ans qu'auprès des 35-45 ans. Le but étant bien évidemment de vous cibler personnellement en recommandant du contenu qui correspond à vos habitudes. Tout ça se fait évidemment dans le but d'améliorer votre expérience utilisateur et votre satisfaction sur leur plateforme. Et on est ici typiquement dans un cas d'utilisation de data science pour générer de la plus-value au niveau commercial. Alors, je me permets tout de même de préciser que les chiffres présentés sur ce graphique sont tout à fait fictifs, bien entendu, et ils ont été générés uniquement en guise d'illustration. Nous allons également nous intéresser, dans le cadre de cette formation, à exploiter certaines librairies Python pour faire de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de l'apprentissage automatique qu'on appelle machine learning en anglais. Donc le machine learning, c'est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est un terme qu'on entend un peu partout et qui des fois est utilisé à tort et à travers, donc on va peut-être commencer par définir cette notion ensemble. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant qu'un ordinateur, ça ne fait que ce qu'on lui demande et rien d'autre. On lui donne une série d'instructions qu'il va exécuter l'une après l'autre et il ne fera rien d'autre qu'exécuter ces instructions. C'est ce qu'on appelle, plus communément, de la programmation. En ce sens, on peut dire qu'un ordinateur est dénué d'intelligence, car il ne possède aucune capacité de réflexion propre, et donc un ordinateur est complètement incapable de prendre une décision seul face à une situation inconnue à laquelle il n'a pas été préparé. Si on part maintenant d'un exemple de machine learning qui est la reconnaissance faciale de votre smartphone. Alors, comment fait votre smartphone pour se déverrouiller en reconnaissant que c'est bien vous et pas une autre personne? Les programmeurs, bien évidemment, ils ne savent pas à l'avance à quoi va ressembler le futur acheteur de l'appareil et il serait bien entendu impossible de fournir des images aux appareils avant leur mise en vente en leur disant telle personne sera ton propriétaire. Il faut donc pouvoir expliquer au smartphone, via un algorithme de machine learning, comment il va devoir s'y prendre pour apprendre à vous reconnaître. Alors, en réalité, lorsque vous achetez votre nouveau smartphone, vous allez le démarrer pour la première fois et arriver à une étape de configuration de la reconnaissance faciale. Comment cela fonctionne? Eh bien, votre caméra frontale va s'allumer et vous devrez exposer votre visage sous tous les angles afin de transmettre à votre appareil toute une série d'informations sur la physionomie de votre visage. Ensuite, sur base de toutes ces données, un algorithme de machine learning va étudier ces données afin de pouvoir vous reconnaître par la suite et de déverrouiller votre smartphone si c'est bien votre visage qui est reconnu.
On peut parler dans ce cadre d'intelligence artificielle car on a implémenté dans l'appareil un algorithme qui lui permet d'apprendre à vous reconnaître. Donc, en quelque sorte, l'appareil va simuler une capacité d'apprentissage qui est propre à l'être humain. Alors, de manière générale, l'intelligence artificielle, on pourrait la définir comme un processus ou un ensemble de techniques et de méthodes qui consiste à simuler certaines capacités de l'intelligence humaine dans un environnement informatique. L'intelligence artificielle, elle a donc pour but de permettre aux ordinateurs, par exemple, de prendre des décisions et d'agir seuls, sur base de données ou d'expériences qu'ils auront rencontrées un très grand nombre de fois. Alors, quelques autres exemples où la data science et l'intelligence artificielle sont utilisées. On peut citer notamment la finance, où la data science va permettre d'analyser des données financières d'années antérieures afin d'en déduire des tendances au niveau, par exemple, du comportement des clients. Ça va permettre de faire de la détection de fraude ou encore de décider du moment idéal pour acheter des actions en bourse et à quel moment il vaudra mieux les revendre pour maximiser son profit. Dans le secteur de la santé, il est également possible de réaliser des prédiagnostics automatisés qui vont prédire si une tumeur cancéreuse est bénigne ou maligne en fournissant à l'algorithme un grand nombre d'images qui proviennent d'imagerie médicale. Dans le secteur des transports, la data science et l'intelligence artificielle permettent par exemple de détecter la somnolence d'un conducteur d'un véhicule et de réagir à temps en émettant un signal sonore pour éveiller sa vigilance. Enfin, dans l'IT, on peut parler des chatbots ou agents conversationnels qui sont assez à la mode pour le moment, qui sont en réalité des programmes informatiques capables de simuler et de traiter une conversation humaine, écrite ou orale. Ces chatbots, le plus souvent, ils ont pour but, sur base de votre demande écrite ou orale, de vous proposer un service ou une réponse préenregistrée. Donc, comme vous le voyez, la data science intervient dans beaucoup de secteurs différents. Alors, pourquoi travailler avec Python pour faire de la data science et du machine learning? Python est devenu depuis quelques années déjà un des langages de programmation les plus populaires et il a été largement adopté par la communauté scientifique. En réalité, ce qui en fait un allié redoutable dans la data science est que Python vit dans un écosystème très riche avec une grande diversité de librairies qui vont faciliter la vie de toute personne voulant manipuler des grands ensembles de nombres et faire des calculs mathématiques assez avancés. Donc ici, on va voir quelques exemples de librairies que nous allons explorer ensemble dans le cadre de cette formation. Vous avez tout d'abord NumPy. Alors cette librairie permet de créer et manipuler des tableaux de données multidimensionnels que l'on pourrait en quelque sorte assimiler à des matrices en mathématiques. Et en plus de cela, NumPy possède tout un arsenal de fonctions très pratiques et bien utiles pour faire du calcul numérique. On peut, par exemple, en mathématiques, faire de la trigonométrie, calculer des exponentielles, faire des produits matriciels, etc. Mais nous reviendrons évidemment en détail sur chacune des librairies plus tard dans la formation. Alors, vous avez Panda qui est une librairie qui est très utilisée en data science, car elle simplifie énormément la manipulation de données et le traitement de données. Très fréquemment, lorsqu'on va récupérer des données, il va falloir d'abord les nettoyer et les préparer avant de pouvoir les exploiter. Par exemple, imaginons que l'on cherche à exploiter les résultats fournis par un capteur de température. Il se peut qu'une erreur de mesure survienne et qu'on se retrouve avec une valeur aberrante ou par exemple une valeur inexistante comme un not a number. Si vous voulez pouvoir exploiter vos données, il va falloir les filtrer, sinon vous risquez de faire planter vos algorithmes de data science ou alors d'obtenir des résultats qui vont être complètement biaisés. Justement, Panda, c'est la librairie qui va nous permettre de manière très élégante et très simple de filtrer nos données afin de ne garder que celles qui nous intéressent et qui sont pertinentes. En plus de cela, Panda, il permet assez facilement de faire des statistiques sur un ensemble de données en calculant des moyennes, des variances, des médianes, des écarts types, etc. Nous allons également utiliser Matplotlib. Donc c'est une librairie qui est également très utile pour la visualisation de données. Donc il arrive très fréquemment, lorsqu'on acquiert un ensemble de données, de d'abord vouloir les visualiser sur un graphique pour s'en faire une idée. Matplotlib, ben, c'est justement la librairie parfaite pour tracer tout type de graphique, comme des nuages de points, des histogrammes, des courbes, etc., etc.
Il y a également Seaborn, qui est basé sur Matplotlib et qui s'intègre parfaitement avec la librairie Panda, tout en offrant une syntaxe assez réduite. Alors son but, c'est aussi de faire principalement de la visualisation de données, mais il est également aussi possible de faire des statistiques avec. Alors certains utiliseront plutôt Matplotlib, alors que d'autres vont plutôt opter pour Seaborn. Ils ont chacun leurs petits avantages et inconvénients. Par exemple, Matplotlib a pour avantage d'être beaucoup plus customisable au niveau des graphiques qui vont être générés, ce qui peut prendre un peu plus de temps, alors que Seaborn va être moins customisable, mais la création de graphiques est beaucoup plus automatisable, ce qui fait qu'on va gagner pas mal de temps dans certains cas. Nous allons également travailler avec SciPy, qui est une librairie très utilisée par la communauté scientifique. Elle est construite sur la base de NumPy et elle offre un large choix de fonctions mathématiques très performantes, comme des fonctions d'interpolation, des fonctions d'optimisation notamment. Elle est aussi beaucoup utilisée dans le traitement d'images et dans le traitement de signaux audio. Par exemple, si vous voulez analyser un signal audio, eh bien, SciPy va vous permettre d'utiliser très simplement des transformés de Fourier pour convertir ce signal audio en une série de fréquences pour obtenir un spectrogramme que vous pourrez analyser par la suite. Mais nous reviendrons plus en détail sur cette librairie par la suite. Et enfin, nous allons également parler de scikit-learn. Donc scikit-learn, c'est une librairie très intéressante parce qu'elle va vous permettre d'utiliser des fonctions basées sur du machine learning, donc des algorithmes, d'utiliser directement des algorithmes de machine learning qu'on utilise beaucoup en intelligence artificielle, sans même avoir toutes les notions de base et une compréhension très poussée des mathématiques qui sont derrière. Donc le plus souvent, quand on fait du machine learning, il faut implémenter des algorithmes d'optimisation qui reviennent à minimiser une fonction mathématique. Ça peut être des fois un peu fastidieux de le redévelopper soi-même, mais justement, scikit-learn a tout son intérêt à ce niveau-là, dans le sens où ces fonctions qui permettent de minimiser euh, des fonctions mathématiques sont déjà intégrées dans scikit-learn et il ne suffira plus qu'à les utiliser. Alors, au niveau des objectifs de la formation, elle va avoir pour vocation de vous familiariser avec les différentes librairies Python les plus utiles pour faire de la data science et du machine learning. Nous travaillerons donc sur plusieurs petits projets qui vont vous permettre de démontrer l'utilité de ces librairies, toutes les possibilités qu'elles offrent et surtout pourquoi Python est un redoutable allié pour faire de la data science. Pour suivre ce cours dans des conditions optimales, il est nécessaire d'avoir suivi la formation de base Python présente sur la plateforme Dima. Il vous faudra donc, entre autres, être à l'aise avec les types de variables en Python, les fonctions, les structures conditionnelles et les boucles. Ça, c'est vraiment la base. En plus de cela, il est bien entendu recommandé d'avoir un minimum de connaissances en mathématiques et en statistiques, même si certains rappels théoriques vous seront également proposés au cours de cette formation.